La carrière d'Uma Thurman est un véritable paradoxe. Considérée comme la muse d'un certain Quentin Tarantino, elle a, à côté de ses rôles mythiques, fait des choix de carrière parfois douteux. Et pourtant, malgré bon nombre de films pas du tout à la hauteur de son talent, rien n'a su ébranler son aura et sa présence unique. Elle porte le nom de la déesse hindouiste représentant la puissance féminine, l'amour et la férocité, des qualités qu'elle a su montrer à l'écran à travers ses personnages, mais aussi dans la vie. Avec tous ses rôles variés, elle est devenue, au fil des décennies, une véritable légende d'Hollywood. Elle a toujours su faire preuve d'ambition durant une carrière sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Parce que si vous ne connaissez pas Uma Thurman, préparez-vous à être ébloui. Née le 29 avril 1970 à Boston, Uma Thurman grandit dans un environnement loin d'être banal. Sa grand-mère, par exemple, était un mannequin suédois qui a notamment servi de modèle pour une sculpture encore visible aujourd'hui dans une petite ville de Suède dont le nom est imprononçable. Sa mère aussi prit le chemin du mannequinat, et son mari fut Timothy Francis Leary, aussi appelé le pape du LSD pour avoir mis en avant les bienfaits de cette substance durant les années 60. Un mari qui lui sera présenté par nul autre que Salvador Dali. Mais après un an de mariage, elle divorce et rencontre Robert Thurman, professeur de religion dans une petite ville du Massachusetts. Il fut le premier occidental à être ordonné moine dans la tradition du bouddhisme tibétain et passe pas mal de temps avec un certain Dalai Lama. Uma grandit donc dans cet environnement très sain, aux côtés de 3 frères. C'est dans l'harmonie d'une famille qui lui apprend l'importance de la liberté intellectuelle, de la tolérance, du vivre ensemble et de la culture, que la jeune fille va très vite ressentir le besoin de vivre de ses passions. Elle passe la plupart de sa jeunesse à Boston, mais va également vivre 2 ans en Allemagne et 2 ans en Inde. Enfant introvertie, elle souffre du regard des autres. À l'adolescence, elle mesure 1,75 m. Ses camarades de classe se moquent de son physique et de son nom peu habituel. Mais elle va se libérer de ses complexes grâce au théâtre. Son talent est vite remarqué et Uma ne va pas attendre plus longtemps et décide à 15 ans et avec l'aval de ses parents d'arrêter ses études et de partir vivre à New York afin de commencer une carrière dans le mannequinat et aussi, pourquoi pas, au cinéma. I think I told my mother that I wanted to be an actress when I was like 12, and she said, "Well, Uma, everyone does." Entre 1985 et 1986, elle fait la couverture de plusieurs magazines, dont le très prestigieux Vogue. Sa beauté non conventionnelle fait sensation, et en 1987, elle fait sa première apparition au cinéma dans Kiss Daddy Goodnight, un thriller psychologique où elle obtient son premier rôle important. Elle enchaîne la même année avec Johnny B. Goode, aux côtés d'un tout jeune Robert Downey Jr., dans un rôle qu'elle qualifiera plus tard d'anecdotique. C'est en 1988 que les choses vont s'accélérer et que le métier d'actrice va devenir une évidence. Dans Les Liaisons dangereuses, elle interprète la jeune Cécile de Volanges et connaît son premier succès aux côtés de Glenn Close et John Malkovich. Le film est salué par le public et la critique et remporte différents prix importants dont 3 Oscars et le César du meilleur film étranger. Ensuite, c'est Terry Gilliam qui l'a choisie pour Les Aventures du baron de Munchausen, où elle fait une brève apparition dans le rôle de la déesse Vénus et dans une scène absolument sublime qui reprend le tableau de Sandro Botticelli. When Terry Gilliam cast me in his movie, albeit very much an ingenue role, but I think that actually was the pivot that made me realize that it was real. I would dedicate my life to being in the dramatic arts. Le film, malgré ses problèmes de production, est encore aujourd'hui un exemple du genre en termes d'effets pratiques. C'est à travers ses décors faits de briques et de broc qu'il vient puiser toute son identité. Véritable hommage au cinéma de Méliès, Les Aventures du baron de Munchausen est pour ma part un des meilleurs films de Terry Gilliam et permet au grand public de découvrir la beauté, le talent et le charisme envoûtant d'Uma Thurman. Après ça, elle enchaîne avec Tout pour réussir de John Boorman, ainsi que Henry and June, Sang chaud pour meurtre de sang-froid, oui le titre français n'a aucun sens, et Jennifer Hate. 3 thrillers néo-noirs, voire semi-érotiques, qui étaient vachement à la mode au début des années 90. De tous ces rôles découle une envie d'affirmer ses multiples talents. En passant d'une sœur psychotique face à Richard Gere dans Sang chaud pour meurtre de sang-froid, à tueuse en série et prise d'Andy Garcia dans Jennifer Hate. Mais ce ne sont là que de seconds rôles qui ne lui permettent pas de s'établir totalement. Well, since you're not going to speak, you will rub my feet.
Côté vie privée, elle épouse Gary Oldman en 1990. Mais ce mariage est d'ores et déjà voué à l'échec, car à cette époque, l'acteur est absolument invivable, psychotique, et consomme un nombre pas très recommandé de drogue. Et quand on sait aujourd'hui que le bougre a été marié 5 fois, on peut facilement se dire qu'il a la bague au doigt un peu facile. Les deux divorceront 18 mois plus tard. En 1993, on la découvre enfin en haut de l'affiche dans Mad Dog and Glory, aux côtés de Robert De Niro et Bill Murray. Le film raconte comment un flic pas très courageux va sauver la vie d'un gangster redoutable, et comment les deux vont développer une amitié inattendue avant que le flic ne tombe amoureux d'une des employées du gangster. C'est pas très bien résumé, mais en même temps le film n'est pas évident à situer. Il est un pot pourri de différents genres, polar violent, thriller à suspense, comédie romantique. Mad Dog and Glory tient la route grâce à son casting et au rôle à contre-emploi de De Niro, qui nous joue un flic un peu lâche, mais aussi Bill Murray en parrain de la pègre, rôle généralement attribué à son partenaire. C'est assez plaisant de voir ces deux grands acteurs aller à l'encontre de leur rôle habituel. Uma Thurman, elle, n'est pas encore la superstar que l'on connaît. Elle doit auditionner pour son rôle et s'en sort assez bien malgré un personnage plutôt lisse. La même année, elle va signer pour un autre rôle tout sauf lisse, celui-ci, dans le dernier film de Gus Van Sant. Elle y interprète Sissy, une jeune femme née avec des pouces disproportionnés, qui va naturellement se rendre compte de ses talents d'autostoppeuse et en faire sa principale activité. Le pitch est quand même fou quand on y pense. Et sur le papier, ça donne envie. Surtout que le réalisateur sort tout juste d'un film magnifique avec le regretté River Phoenix, à qui ce film est dédié d'ailleurs. Mais malheureusement, Even Cowgirl Gets the Blues, encore un titre à coucher dehors, ne parvient jamais à convaincre. Veut tellement prendre le contre-pied d'un récit conventionnel qu'il finit par se perdre et par perdre le spectateur. On commence en suivant les péripéties de Sissy dans une sorte de road movie, puis on termine par un western avec une histoire de ranch qui n'est mis en place qu'au milieu du film. On finit du coup par se désintéresser complètement de cette histoire et des personnages. Reste une Uma Thurman qui continue de prendre des risques en signant des rôles tout aussi loufoques et différents les uns que les autres, et c'est tout à son honneur. Mais malheureusement, à ce moment-là de sa carrière, on se dit que c'est une bonne actrice, qui va sans doute continuer de dérouler une filmographie avec des hauts et des bas, et que ça n'ira pas plus loin. À aucun moment on n'aurait pu s'imaginer qu'elle allait devenir une des figures majeures du cinéma hollywoodien et de la culture populaire, grâce à son prochain rôle, celui de Mia Wallace. J'ai déjà évoqué Pulp Fiction dans mon documentaire consacré à Bruce Willis, et je vous invite à aller le voir juste après bien sûr, et il est vrai que c'est toujours compliqué de parler d'un film aussi culte, on ne sait jamais par quoi commencer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait partie des fondations du cinéma postmoderne, que son réalisateur s'est inspiré des pulp magazines qu'il affectionne tant pour construire son récit, et de ses trop nombreuses connaissances cinématographiques pour parfaire sa mise en scène et écrire ses dialogues. Il n'en reste pas moins un film avec sa propre identité, un objet de fascination qui aura à son tour inspiré bon nombre de cinéastes. Tout comme le cinéma du Nouvel Hollywood au début des années 70, Pulp Fiction est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière et redonner un coup de modernité au cinéma américain. Tarantino redistribue les codes, met un point d'honneur à rendre la violence tout aussi dérisoire et décalée que ses personnages. If you're all right, then say something. Something. Mais du coup, Uma Thurman dans tout ça? Eh bien, elle est absolument divine dans son rôle de Mia Wallace, à tel point qu'elle est seule sur l'affiche du film. Énormément d'aspects de la communication du film tourneront autour de l'actrice. Et c'est une bonne chose puisque encore aujourd'hui, cette affiche est tellement mythique qu'elle est entrée dans l'inconscient collectif. Tout autant que son personnage, qui est une véritable icône pop. Les scènes où elle apparaît sont les plus cultes du film, et Thurman devient la pierre angulaire de ce succès. Nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, elle ne remporta pas la statuette, mais gagne un statut de star incontesté qui va lui ouvrir les portes du tout Hollywood. Malheureusement, elle ne va pas réellement tirer profit de cet avantage et va signer par la suite pour 3 comédies romantiques assez mauvaises et 2 blockbusters qui ont en commun cette folie furieuse et un ton tellement décalé qu'ils sont aujourd'hui considérés comme de véritables nanars. Uma Thurman, before we talk about Batman and Robin, I understand you are in the middle of quite a schedule on both sides of the ocean. Talk to me a little bit about the kind of pace you have to maintain sometimes and what's going on in Great Britain. Well, I just started production on The Avengers for next summer, and I finished Les Miserables before that, so I've had a pretty vicious pace, I must say. Batman et Robin, chapeau melon et bottes de cuir.
Deux films qui ont voulu rendre hommage à une série des années 60 en faisant l'erreur d'en adopter le ton durant près de 2 heures. Deux films qui n'ont pas pris conscience que cet humour absurde appartenait à une époque bien précise et que ce délire régressif n'avait plus tellement sa place à la fin des années 90. Deux films qui aujourd'hui sont insoutenables pour beaucoup, d'un cheap assumé certes, mais qui n'en reste pas moins, ultra cheap. La relation pas du tout naturelle entre les personnages, les blagues à 2 balles, Uma Thurman et son double, Clooney et ses tétons, Sean Connery déguisé en ours en peluche, Schwarzy en robe de chambre glaciale. Je déteste qu'on bavarde quand je regarde un film. Mais surtout, Batman et Robin, ainsi que Chapeau melon et bottes de cuir, ont en commun cette réalisation extrêmement mauvaise où l'action, qui aurait pu être un point fort non négligeable, est la plupart du temps illisible, peu crédible, jamais pris au sérieux en tant que tel. Les deux films souffrent d'un problème de production, d'un manque clair de vision artistique. Le casting des deux films est fabuleux, mais très mal exploité. Et surtout les fans se rendront compte de la supercherie et ne se précipiteront pas au cinéma pour aucune de ces deux œuvres qui n'ont jamais su réellement à qui elles s'adressaient. Le problème c'est qu'Uma Thurman participa à ces deux échecs et en tête d'affiche qui plus est. De quoi refroidir les producteurs. Surtout qu'à la même époque, elle subit un nouvel échec commercial avec Gattaca, qui lui pourtant est un très bon film qui mérite aujourd'hui son statut d'œuvre culte. Bienvenue à Gattaca est le premier film réalisé par Andrew Niccol, à qui l'on doit la réalisation de Lord of War, ou encore le scénario de The Truman Show. Le film raconte comment, dans un futur proche, la fécondation peut se faire in vitro en sélectionnant les meilleurs gènes pour les futurs nés. De ce fait, les enfants issus de naissances naturelles sont directement catégorisés comme inférieurs. Et une sorte de discrimination va s'établir dans tous les pans de cette société qui ne laisse plus la place au hasard. Vincent, qui est né de façon naturelle et dont l'espérance de vie est apparemment limitée, va tout faire pour réaliser son rêve et devenir cosmonaute. Un poste alors réservé à l'élite de l'humanité, né pour le devenir. Il va rencontrer Jérôme, dont le profil génétique lui permet absolument tout, et décide de lui emprunter son identité afin d'intégrer l'école spatiale appelée Gattaca. Mais à 2 doigts de son rêve, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu. Ethan Hawke, Uma Thurman. Welcome to Gattaca. En choisissant l'eugénisme comme chemin à suivre, la société imaginée dans Gattaca est à la recherche d'une perfection qui n'existe pas. Et cette recherche de l'être parfait se rapproche de l'idéologie nazie et du fascisme en général. Andrew Niccol imagine un monde où la moindre parcelle de la génétique humaine est suranalysée, d'une goutte de sang à la salive en passant par un brin de cheveux. Avec ça, on sait à qui on a affaire, on sait avec qui on a un rencard, qui on engage dans une entreprise. Du moins, on ne connaît que la surface de ces êtres humains. Vincent, voué à mourir à l'âge de 30 ans, va pourtant prouver qu'un chemin de vie peut être imprévisible, et que tout est possible si on s'en donne les moyens. Il prouve que la position sociale d'un être humain ne doit pas se définir uniquement par son patrimoine génétique, mais par ce qui l'anime, ses sentiments, sa motivation, son empathie. Bienvenue à Gattaca est un film que je vous invite vraiment à découvrir. Ethan Hawke et Uma Thurman sont fabuleux et font preuve d'une belle complicité, à tel point qu'ils tombent amoureux durant le tournage de ce film et se marient 1 an plus tard. De cette union naît Maya en 1998, que vous avez pu apercevoir récemment dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, ou encore la série Stranger Things, et Levon, né en 2002. Les deux travaillent souvent ensemble durant leur union. Uma tourne sous la direction de son mari dans Chelsea Waltz en 2001, et ils tournent ensemble cette même année dans le film expérimental Tape. Un huis clos mis en scène comme une pièce de théâtre que je vous invite également à découvrir, même s'il est très difficile à trouver tant il est passé inaperçu à l'époque. En 2003, le couple divorce après 5 ans de vie commune, notamment à cause de nombreux adultères d'Ethan Hawke. Revenons rapidement à la fin des années 90. À cette époque, on la voit aux côtés de Sean Penn dans Accords et désaccords, puis dans Les Misérables de Bill Auguste aux côtés de Liam Neeson et Claire Danes. Elle y joue le rôle de Fantine et brille à travers une prestation remarquée et saluée. Elle a d'ailleurs toujours apprécié les films d'époque. On l'a vu avec ses nombreux rôles dans Les Liaisons dangereuses en 1988, Robin des Bois en 1991, qui est passé inaperçu à cause de l'adaptation de Kevin Costner sortie la même année, mais aussi Vatel et la Coupe d'Or en 2000. Cet amour pour ce genre à part entière, elle le
montre aussi au théâtre, en jouant sur scène à la même période une version revisitée d'une pièce de Molière, Les Misanthropes. En 1998, elle refuse le rôle d'Éowyn dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, car elle préfère se consacrer à sa fille. Un choix qui n'a pas dû très bien passer après la sortie des 3 films et leur succès retentissant. Un regret qu'elle partage avec Sean Connery, qui refusa lui le rôle de Gandalf, mais acceptant tous les deux de jouer dans cette purge qu'est chapeau melon et bottes de cuir. Décidément. Mais bref, un mauvais choix de carrière certes, mais pour des raisons plus que louables. Puis en 2002, elle remporte quand même le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans le téléfilm Debbie Miller, une fille du New Jersey. Et c'est surtout durant cette même année que commence la production d'une œuvre qui va définitivement la faire entrer dans la légende. Congratulations, look at this. Time Magazine. There you go. This is Time Out New York. This is American Cinematographer. This is the Empire. You are everywhere. C'est sur le tournage de Pulp Fiction que Tarantino glisse à Uma son idée d'écrire un film de vengeance avec une tueuse à gages badass. Uma est emballée et lui dit que ce serait cool que le film commence avec un personnage en sang et en robe de mariée. Les deux amis continuent d'alimenter ce fantasme cinématographique durant le reste du tournage, à tel point qu'une référence y sera même faite dans le film. There was a blonde one, Somerset O'Neill. She was a leader. The Japanese fox was a kung fu master. The black girl was a demolition expert. French fox's speciality was sex. What was your specialty? Knives. De nombreuses années plus tard, après avoir réalisé Jackie Brown, Tarantino décide de se pencher sérieusement sur ce projet et commence à écrire un énorme scénario de plus de 200 pages. Uma Thurman l'aide à développer le personnage de la mariée et prend une grande part de responsabilité dans le superbe développement de ce même personnage. Évidemment, l'actrice est le choix numéro 1 pour l'interpréter, mais quand tout est prêt et que la production peut commencer, celle-ci tombe enceinte. Tarantino se refuse de la remplacer et décide d'attendre. Entre-temps, il lui conseille de nombreux films à regarder, la filmographie de Sergio Leone, des animés japonais, des films de kung-fu, de Shambara, tout ce qui fera l'identité du futur diptyque. 3 mois seulement après son accouchement, Uma commence un entraînement intensif avec Yuen Woo-ping, le chorégraphe de Drunken Master, Fist of Legend, Matrix, et j'en passe. Elle s'entraîne au maniement du sabre, à la maîtrise des arts martiaux, le tout durant de nombreuses heures, 6 jours sur 7, pendant de longs mois. I've never seen anybody work as hard as she worked in the workouts and in the picture. I mean, this has got to be the hardest picture that anybody has ever done. And she's just a trooper through it all. Tarantino suit un entraînement tout aussi intensif. Il veut pouvoir interpréter le maître pas aimé, mais se rend vite compte que c'est mission impossible au vu du travail démentiel qui l'attend en termes de réalisation. Tout est en place. Les 9 mois de tournage en Chine, au Japon, aux US et au Mexique sont calés. Uma Thurman est au top de sa forme. Tarantino aussi. Et Kill Bill va pouvoir commencer. I think Kill Bill has the same relationship with 70s grindhouse cinema that Raiders of the Lost Ark had with 1940s and in the late 30s movie serials. And just the way that Steven Spielberg and George Lucas had a love for this cinema growing up, and how they took the parts of it that they liked the best, their favorite parts of it, and they kind of reinvented it and, you know, and made it work not only for a new audience, but just for an audience that wasn't as familiar with it as they are, and did it the way they've always wanted to do it, but keeping all the aspects they liked. Les deux films ont une ambiance assez différente, un parti pris différent. Dans le premier, Béatrix est une machine à tuer. Son nom est volontairement masqué car elle est seulement animée par un désir de vengeance. Le 2, lui, va justement plus se concentrer sur l'être humain. Béatrix est bien plus vulnérable, plus humaine dans ses interactions, plus fragile. Même les antagonistes sont ramenés à des statuts de simples mortels. Dans le premier film, Bill est une sorte de mythe. On ne le voit même pas. Dans le second film, on y pose enfin un visage et des motivations guidées par de simples sentiments humains. Dans le premier film, Oren est iconisée au possible, introduite via de l'animation, comme pour souligner que le personnage n'est que fiction. Dans le second film, Bud, qui est censé être au même niveau, est pourtant dépeint comme un raté, qui se fait maltraiter par son employeur et qui vit dans une caravane. Tout l'aspect mythologique qui entoure Hattori Hanzo dans le volume 1, sa sagesse, tout ça est contrebalancé par la violence des mots et des gestes du maître pas aimé dans le volume 2. Bref, tout ça pour dire que oui, les deux films se font suite, se complètent, mais peuvent vivre séparément, possèdent une identité propre, avec une colorimétrie très pétante dans le premier, une mise en scène rappelant le cinéma asiatique, où l'accent est mis sur l'action et le sang à outrance, mais qui laisse place à quelque chose de plus terne, au western.
où l'action est plus mise de côté afin de mettre l'accent sur le développement des personnages et à une violence moins graphique. Quoique... Pourtant, je vais malgré tout traiter ces deux films comme un tout, puisque c'est comme un tout que cette histoire a été écrite. Et que dire de cette histoire? Kill Bill se bonifie avec le temps. Tarantino, au-delà d'y insérer ses références, ce qui n'est pas forcément le cœur du film, je trouve, parvient à offrir un spectacle ultra généreux, engagé, drôle, touchant. De ce mixage cinématographique, on ressort encore une fois quelque chose d'ultra personnel. Parce qu'on ressent le plaisir d'un gamin qui nous offre ce qu'il a toujours aimé voir. Comme cette incroyable scène d'action avec les Crazy 88, où la folie est le maître mot, et où on ressent tout l'amour du réalisateur pour un genre qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Bien sûr, ça se confirme quand la violence de cette séquence est contrebalancée avec la beauté de la suivante, où Béatrix fait enfin face à son ennemi dans un décor enneigé sublime. Masaki Kobayashi aurait été fier. Mais ces beaux et grands espaces sont remplacés par des lieux plus clos dans la seconde partie du film. Le jardin japonais qui laisse place à une caravane miteuse, l'élégance d'une chorégraphie qui laisse place à une bagarre pure et simple, les sonorités très modernes qui laissent place à Sergio Leone. Et pourtant, cette même poésie qui subsiste, notamment dans une séquence finale où David Carradine est fabuleux et où Tarantino revient à ses premiers amours, les dialogues sur la pop culture et un monologue sur Superman criant de vérité. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. Pas d'effusion de sang dans ce final, mais de la simplicité, du respect, une envie de ne pas aller vers une surenchère déjà bien présente dans les séquences précédentes, et donc une histoire de 4 heures parfaitement équilibrée qui encore aujourd'hui reste un monument du cinéma, porté par une Uma Thurman née pour ce rôle. Pourtant, malgré le succès des deux films et le regain de popularité de l'actrice, quelque chose s'est brisé entre Uma et Quentin. Quand cette scène est tournée, il ne reste que 4 jours de tournage. Tout le monde est épuisé, et l'actrice ne se sent pas de la tourner. Elle a peur, n'est pas en confiance, et demande au réalisateur d'utiliser une cascadeuse. Ce dernier refuse, prétextant vouloir du réalisme et rassurant l'actrice sur la simplicité de la scène. Au final, à trop vouloir la perfection et porté par un manque évident d'empathie, Quentin Tarantino a failli coûter la vie à son ami. Uma Thurman restera blessée au cou et au genou de façon permanente. Et psychologiquement, elle mit des années à s'en remettre. La production mit 15 ans à donner ces images à l'actrice, par peur que celle-ci ne porte plainte. Elle s'est sentie bafouée, trahie. Elle qui pensait faire partie d'une équipe, être un maillon indispensable à la chaîne de production des deux films, ne sera finalement qu'une gêne, un obstacle dans la soif de pouvoir et d'argent des producteurs. Aujourd'hui, Tarantino dit de cet incident que c'est le plus gros regret de sa carrière. Et Thurman a fini par pardonner à ce dernier, mais jamais elle ne pardonna à la production et à Harvey Weinstein pour cet accident et pour tout le reste. What are your thoughts about women speaking out about inappropriate behavior in the workplace? I think it's commendable. And I don't have a tidy soundbite for you because I have learned, I am not a child, and I have learned that when I've spoken in anger, I usually regret the way I express myself. So I've been waiting to feel less angry. And when I'm ready, I'll say what I have to say. Ces images datent de 2017, et quelques semaines plus tard, Uma Thurman s'exprimera bel et bien pour affirmer son dégoût envers Harvey Weinstein. Un an plus tard, elle avoue au New York Times avoir subi une agression sexuelle de la part du producteur en 1994 dans un hôtel de Londres. Voilà ce qu'elle dit précisément. « Il m'a poussé, s'est déshabillé et a essayé de se jeter sur moi. J'ai essayé de dire non, j'ai pleuré, j'ai fait ce que je pouvais. Il m'a dit que la porte était fermée, mais j'ai réussi à m'échapper. » Elle a ensuite tenté de parler de cette agression à Quentin Tarantino, mais il ne l'a pas vraiment pris au sérieux. Ça n'est qu'en 2001 qu'elle reparla de cette histoire au réalisateur en insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas que cela se reproduise, elle qui allait de nouveau travailler avec lui sur Kill Bill. À partir de là, Tarantino prend conscience de la gravité des faits et ordonne des excuses de la part de Weinstein, ce qui n'est clairement pas assez, nous sommes d'accord. Well, I wish I had done more during the time. And a lot of people read a lot of what that could possibly mean. Right.
Well, actually, what it means is I wish I had talked to the guy. I wish I had sat him down and had the uncomfortable conversation. I didn't know about any rapes or anything like that. I just, but I knew he was, I chalked it up to the boss chasing the secretary around the desk, as if that's okay. But I mean, that's how I kind of looked at it. He was, making unwanted advances. That's how I looked at it. But I wish I had talked to him. I wish I had sat him down and go, Harvey, you can't do this. You're going to fuck up everything. And the thing about it is, everybody who was in his orbit knew about it. There's nobody who said they didn't know that didn't know. If you were in his orbit, and that includes all the big actors who he palled around with, they all knew. They all knew. They didn't know they didn't know anything about rapes, but they had heard. Yeah. They had heard things. They had heard about him just, putting the bite on somebody in a limo or something. Uma est donc partie confronter le producteur avant le début du tournage en le menaçant et en lui disant « Si tu fais ce que tu m'as fait à d'autres personnes, tu vas perdre ta carrière, ta réputation et ta famille. Je te le garantis. » Malheureusement, il faut attendre quasi 20 ans pour que ce dernier soit réellement menacé et condamné pour son comportement. Mais elle n'est pas étonnée, elle raconte d'ailleurs qu'il était un grand manipulateur, qui savait mettre quelqu'un à l'aise et éclipser tous les doutes, sans parler de son influence titanesque sur l'industrie du cinéma et sur la misogynie générale qui règne sur ce milieu depuis la création d'Hollywood, n'ayant pas peur des mots. À la fin de cette interview qu'elle accorda au New York Times en 2018, face à la journaliste Maureen Down, elle termine l'interview, les larmes aux yeux, en affirmant ceci. Personnellement, cela m'a pris 47 ans pour arrêter de me dire que les personnes qui étaient méchantes avec moi étaient amoureuses. Cela m'a pris du temps parce que je pense que les petites filles sont conditionnées pour croire que la cruauté et l'amour ont quelque part une connexion. C'est l'ère dans laquelle il faudrait s'extraire aujourd'hui. En 2020, Harvey Weinstein est reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur plus de 90 femmes. Il est condamné à 23 ans de prison. Après s'être nourrie du cinéma de John Woo pour préparer son rôle dans Kill Bill, elle finit par jouer dans son dernier film Paycheck aux côtés de Ben Affleck. Malheureusement, le film est moyen, malgré un concept intéressant. On ne reconnaît pas le style John Woo. La mise en scène est assez impersonnelle. Alors oui, il y a une colombe dégueulasse, mais on est plus près de la parodie que des grandes heures du réalisateur. Ça se suit sans déplaisir, mais disons que le film ne fait qu'enchaîner les péripéties et les révélations sans emmener la tension bien haut. On retrouve Uma Thurman dans un rôle basique de sidekick féminin, et c'est dommage. Alors oui, après Kill Bill, elle pèse des millions. Elle empoche d'ailleurs 12,5 millions de dollars pour danser à nouveau avec Travolta dans Be Cool en 2005. Mais on est sur du cinéma anecdotique, des comédies romantiques très oubliables, voire mauvaises. De 2003 à 2013, elle enchaîne les projets foireux, s'enferme dans des seconds rôles inintéressants à des années-lumière de son talent. Un mari de trop, Maman mode d'emploi, le catastrophique Percy Jackson, où elle s'avère être le seul point positif du film dans son rôle de Médusa, avec les serpents en CGI sur la tête et qui se sert du miroir de l'iPhone 3 pour finalement se faire tuer par un personnage aussi charismatique que mon voisin. Bref, les seules bonnes choses à retenir de cette période, c'est sa décoration de chevalier des arts et des lettres en France en 2006, un court-métrage promotionnel pour les pneus Pirelli réalisé par Catherine Bigelow, et une brève apparition dans la saison 1 de Smash, diffusée sur NBC en 2012. Mais en 2013, elle va de nouveau faire le choix de l'audace en participant brièvement mais intensément à la fresque pornographique de Lars von Trier, Nymphomaniac. Personnellement, j'ai découvert le film à travers sa version longue de 5h30, et c'est à partir de cette base que je vais parler de Nymphomaniac, sans vous spoiler parce que je vous conseille de vivre cette expérience plutôt déroutante. Si vous connaissez Lars von Trier, vous savez que c'est pas le mec le plus optimiste du monde. Bien au contraire. Et dans Nymphomaniac, c'est à travers le sexe qu'il nous montre encore une fois son dégoût envers l'être humain, qu'il juge perfide, violent et pas digne de confiance. Le film nous dit que malgré tous les aspects positifs de la vie, malgré le fait de vouloir s'en sortir, c'est la noirceur du monde qui l'emportera toujours. Joe va vivre cette expérience à travers sa nymphomanie, une sorte de gros caillou dans sa chaussure qui l'emprisonne dans une spirale infernale et qui finit par causer sa propre destruction. On est donc sur un nihilisme absolu, où le réalisateur vient nous titiller à travers des réflexions ultra dérangeantes sur des sujets ultra tabous, où il décide de filmer ses scènes de sexe frontalement, comme du porno, ce qui va amener ce sentiment de trop-plein, de dégoût, surtout après plus de 5 heures de film. Pour Joe, il n'y a aucune échappatoire.
Elle s'est enfermée dans son propre vice, et quand elle essaye de s'en sortir, elle est entraînée dans ceux des autres. Le film en lui-même est bourré d'idées de mise en scène, et comme le récit est littéraire, puisque la vie de Joe va être racontée sous forme de flashback via des chapitres, eh bien chaque chapitre peut avoir sa propre identité. Je pense notamment à un chapitre en noir et blanc à la fois magnifique et dévastateur. Et quant à Uma Thurman, elle prend part à une des meilleures scènes du film et délivre une belle prestation dans le rôle de Madame H. Une femme mise à l'écart par son mari qui fait le choix de Joe, et qu'elle va venir confronter avec ses enfants dans une scène absolument lunaire où l'on rit jaune. On dirait que la scène sort limite de notre film, tant elle est différente du reste, et c'est sans doute pour ça que la prestation d'Uma Thurman s'est faite remarquer. C'est là que l'on voit la prestance unique de cette actrice. On ne voit qu'elle. On ressent tout le désespoir de son personnage, toute la tristesse et la colère d'une femme trahie. Lars von Trier permet enfin à l'actrice de retrouver un rôle à sa hauteur. Et il va de nouveau travailler avec elle en 2018 dans The House That Jack Built, ce qui prouve qu'elle est décidément abonnée au titre à rallonge. Pour le coup, j'ai été moins convaincu par celui-ci. Je vois bien sûr les qualités intrinsèques de l'œuvre, mais je trouve le film assez confus dans son message. C'est un gros morceau qui mélange des choses extraordinaires en termes de tension et de mise en scène, mais aussi un certain narcissisme dans l'écriture du personnage et des réflexions parfois très limites. Mais c'est ce qui fait le cinéma de Lars von Trier. C'est un artiste un peu barré qui forcément dérange. On peut le voir comme une sorte de comédie noire, plutôt gore, et encore une fois ultra nihiliste, qui recrache le pire de ce que peut être un être humain. Le film reste après le visionnage, ça c'est sûr, mais sans jamais savoir par où l'appréhender, de quelle manière le digérer. L'œuvre est encore une fois construite sous forme de chapitres, et on y suit Jack, un tueur en série qui nous raconte 5 de ses meurtres. Et c'est sur le premier meurtre que l'on va se concentrer, avec une première victime qui est interprétée par nul autre qu'Uma Thurman, plus belle que jamais. On est au tout début du film et on va assister à ce qui est une parodie pure et simple de ce qu'est le meurtre typique d'un tueur en série dans un film. Un homme roule dans un van rouge et croise au milieu de nulle part une femme qui demande à ce qu'on l'aide pour réparer son pneu crevé. L'homme fait monter la femme dans son véhicule, mais celle-ci tire un peu trop sur la corde, se moque de lui, et ce dernier finit par la tuer dans un geste totalement instinctif qui va faire ressortir en lui un plaisir insoupçonné. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle va nous raconter cette scène quelques minutes avant qu'elle arrive. Elle va nous parler de cette situation qui est justement typique d'une situation de film d'horreur. You might as well be a serial killer. I'm sorry, but you do kind of look like one. Comme si elle scénarisait le film devant nous en nous spoilant ce qui va suivre. On peut pas faire plus cliché, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est voulu. Avec cette scène d'introduction, Lars von Trier désamorce l'attente du spectateur, lui donne grossièrement ce qu'il veut dès les premières minutes en se moquant de ses envies primitives et sanglants. Une fois qu'il a fait ça, il peut réellement débuter son récit et nous offrir quelque chose de différent, de plus subtil, même si c'est sans doute pas le bon terme. Je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, qui pourrait être un objet cinématographique à part entière, et qui permet à Uma Thurman d'être un second rôle de choix. Parce que malheureusement, les seconds rôles, elle va les enchaîner à cette époque, et très peu vont être intéressants. Les seules choses positives, c'est son implication dans des séries TV, où on lui offre plus de matière pour s'exprimer. Parce que Uma Thurman est un talent brut qui mérite les têtes d'affiche. Mais les femmes âgées et Hollywood, ça ne fait pas bon ménage. Kirsten Dunst l'évoquait récemment dans une interview. Les actrices entre 40 et 60 ans ont rarement droit aux têtes d'affiche, et sont cantonnées à des rôles de maman stéréotypés. Mais heureusement, il y a encore des artistes qui mettent un point d'honneur à aller au-delà de ça. Alex Garland pour Kirsten Dunst ou Nicole Paon pour Uma Thurman. It's really exciting. One of my favorite experiences I ever had was actually working with Mira Nair quite a long time ago, and my daughter's just become an actress, and she's a great one. But you know, I'm already seeing how different her beginning is compared to what it was like for me. And I've been working since I was a teenager. I mean, since I've been 15, 16. And I never used to be in a room with another woman. I mean, just at work. Like, I mean, you'd always be like, if there was room for one female character and you got it, like, then that was you. And there was just such a scarcity. I always wanted to be in movies that were more reflective of life, where there wasn't sort of one token female, just to change the color palette. So I think it's a correction, and it really excites me for younger women. En effet, en 2023, elle se retrouve en tête d'affiche de The Kill Room, une comédie satirique sur le monde étrange de l'art contemporain.
Alors oui, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait réellement plaisir de revoir l'actrice dans un film qui tourne autour d'elle, car elle le mérite. Uma Thurman n'est pas une vieille dame. C'est une femme de 54 ans qui en a encore beaucoup sous la chaussure et qui mérite de vrais rôles dans des œuvres ambitieuses. Elle était à Cannes en 2024 pour le dernier film de Paul Schrader, au Canada, et très franchement, j'espère la revoir encore dans ce genre d'événement. Pourquoi pas en tant que présidente du jury. I mean, you choose your roles and your roles choose you in lots of strange ways. But I've been enjoying sort of trying to move back and make sure not to stay away from drama too much. I do love I'm really a person that's a huge enthusiast about almost every genre. I mean, and I've tried to sample being in almost every genre. Elle est une véritable pionnière du cinéma hollywoodien, une artiste unique et une femme engagée qui a eu le courage de s'exprimer pour le respect de l'environnement, les inégalités et les droits des femmes, notamment en ce qui concerne l'avortement, et qui a eu le courage de parler de ce qu'elle a subi aux mains d'une industrie dirigée par des porcs, une industrie qu'il a toujours sous-estimée. Tarantino la compare à des légendes comme Greta Garbo ou encore Marlène Dietrich. Mais avec le temps, elle a su forger sa propre légende. Et on n'a qu'une seule envie aujourd'hui, c'est la revoir à l'écran dans un film qui saurait sublimer son talent à sa juste valeur. Mais finalement, peut-être n'a-t-elle plus envie de s'investir autant qu'avant. Peut-être qu'elle se dit qu'elle n'a plus rien à prouver. Mais en tout cas, si sa carrière devait s'arrêter sur le champ, on peut facilement affirmer que grâce à son travail extraordinaire durant ces 40 dernières années, Uma Thurman a laissé une trace indélébile dans l'univers du 7e art. Merci à celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi maintenant vous parler du partenaire de cette vidéo, Acer, et plus précisément la tablette Iconia P10. Et si j'ai voulu vous parler de ce produit, c'est parce qu'en termes de rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux sur le marché de la tablette. Avec son écran de plus de 10 pouces, sa résolution 2K et ses 6 Go de mémoire vive, vous allez pouvoir regarder vos films et vos séries partout, en plus de jouer à vos jeux favoris et de faire tous les autres trucs qu'on peut faire sur une tablette. La batterie est ultra généreuse, avec plus de 10 heures d'autonomie en lecture vidéo, sans oublier ses 128 Go de stockage et son appareil photo 8 mégapixels. Le design de l'appareil est magnifique, et pour ne pas l'abîmer, il est livré avec une coque de protection qui vous permet également de pouvoir le poser n'importe où. La tablette est livrée avec son chargeur USB-C bien évidemment, mais il y a aussi un port jack et un emplacement micro SD qui vous permet d'étendre votre stockage. Le tout encore une fois à un prix ultra compétitif. Autant vous dire qu'à partir de là, c'est donné. Bah du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, et à vous dire à très bientôt sur Réservoir Vlog.